Le journal. C'est l'heure du journal à la ligne de l'actualité. Publication imminente des résultats des examens d'État édition 2023-2024. Dans ce journal, vous allez suivre l'historique des examens d'État depuis son instauration en 1967 jusqu'à ce jour. Dans l'actualité également, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux a créé une nouvelle maquette et spécimen. Constant Moutamba a remis officiellement au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, un nouveau sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Et puis les agents de la Société publique des transports, Transco, ont manifesté devant le siège réclamant 2 mois d'arriérés. Vous écouterez le chef de service de communication, Serge Makoro, dans cette édition. Début ce mercredi de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024, l'inspecteur général de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Diamoussougaï, tient à rassurer que la publication des résultats de l'examen d'État débute ce soir. Restez branchés sur notre chaîne pour plus d'informations. Nous sommes à la veille de la publication des examens d'État édition 2023-2024 prévue ce mercredi 24 juillet 2024. Notre rédaction de la RT-Éduc vous propose l'historique des examens d'État depuis son instauration en 1967 jusqu'à ce jour. Le récit de Pras Mangala. C'est en 1967 que le cycle long de l'enseignement secondaire appelé Humanité est couronné par un diplôme national unique dit diplôme d'État. C'est ce diplôme qui ouvre aux jeunes issus de l'enseignement secondaire les portes de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour mémoire, le système des humanités actuel est le fruit de la réforme de l'enseignement secondaire de juillet 1961. Cette réforme eut comme principale caractéristique la suppression des humanités anciennes gréco-latines issues de la réforme de 1948, la suppression progressive des écoles post-primaires, moyennes, ménagères, artisanales et autres écoles de moniteurs d'une durée de 4 années, pour ne citer que celle-ci. Cette réforme fut appliquée dès la rentrée scolaire 1961-1962, durant laquelle débutèrent les premières années CO. Les premiers diplômes d'État furent délivrés à l'issue de l'édition de l'examen d'État de juin 1967. Cette édition pionnière connut la participation de 3237 candidats d'une dizaine d'options à travers le pays. Il y eut 2272 réussites, soit 70%, record jamais dépassé, mais renouvelé à la 10e édition de 1976. Depuis sa création, l'examen d'État a fait du chemin, passant de 2237 participants du début jusqu'à plus de 600 000 candidats édition 2023-2024, avec près de 50 options de formation organisées actuellement. Notons que 57 ans après son instauration, l'examen d'État est également organisé au Rwanda, en Angola et au Burundi. On en vient à la clôture de la revue annuelle des performances à la sous-division de Kintambo. Une feuille de route a été élaborée afin de préparer déjà l'année scolaire 2024-2025. Anthony Chamba. La sous-division de Kintambo, conformément aux directives de l'autorité des QTEL, avait organisé aussi sa revue annuelle des performances sous la conduite et direction du sous-prophète Patrick Lompolé. On devrait quand même respecter cet exercice traditionnel en tenant ses assises. En fait, c'est l'arrêté. D'ailleurs, je crois que prochainement, nous allons pouvoir exiger ça à toutes les écoles qui se trouvent dans ma juridiction de respecter cet exercice traditionnel. Parce que l'arabe, il ne s'agit pas seulement au niveau de la sous-division, parce que nous avons observé l'autre fois, vous étiez là, dans l'une des écoles de ma juridiction, on respectait cet exercice de tenir les assises. Parce que beaucoup des écoles ont toujours tendance à régner tout simplement les données, alors qu'il faudrait tenir les assises en respectant ce que prévoit normalement l'arrêté
portant organisation et fonctionnement de la revue annuelle des performances. Les participants, dont les inspecteurs du primaire et du secondaire, s'étaient réjouis de la tenue de cette rap dans la sous-division de Kintambo dans le délai requis. Alors l'État qui organise l'enseignement a besoin des rapports. En fait, c'est ça ce que nous appelons le RAP. Donc l'État a besoin de rapports administratifs, de rapports pédagogiques, patrimoine, comment nous avons géré, qu'est-ce qui s'est passé, les élèves, les enseignants, le patrimoine, tout concerne. La synthèse de la RAP, c'est ça. La RAP a comme mission de faire la mise à jour de la carte scolaire. Là, on voit les nouvelles écoles, les écoles qui ont changé de structure. On voit la capacité d'accueil. On voit le nombre des élèves selon les niveaux, maternelle, primaire et secondaire. On va aussi planifier. On va planifier aussi les activités de l'année scolaire suivante. Tous les participants à cette RAP avaient foi que l'année scolaire 2024-2025 sera meilleure à la sous-division de Kintambo. Autre chose, les professionnels des médias de la ville de Kinshasa sont à l'école du savoir. Leur formation porte sur la syndicalisation de leur corporation en vue d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan sécuritaire et social pour une presse libre. Comment peut-on renforcer le syndicat de professionnels de médias? Comment peut-on renforcer leur pouvoir pour les droits démocratiques? Et qu'est-ce qui entrave la liberté de médias et un travail décent dans le média? C'est autour de ces trois problématiques que les journalistes et autres patrons de médias ont réfléchi lors de cette première journée du séminaire qui a pour thème renforcer le pouvoir des syndications pour les droits démocratiques, liberté des médias et travail décent. Le but étant de trouver une solution aux problèmes qui empêchent les chevaliers de la plume congolais à exercer leur métier dans la liberté et quiétude. Cet atelier a au moins deux objectifs. Le premier objectif consiste à un éveil de conscience des journalistes sur l'existence du syndicat. Et deuxièmement, c'est aussi l'appropriation de ce syndicat parce que c'est un canal qui permet aux journalistes de défendre leurs droits, de parler de leurs difficultés et de proposer aussi des recommandations. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici dans cette salle pour réfléchir autour sur le renforcement du syndicat, la réforme du syndicat et tout en mettant l'accent sur les conditions de travail des journalistes. Organisé par le syndicat national de professionnels de la presse du Congo, SNPP, avec l'appui de la Fédération internationale des journalistes, FIJ, ces séminaires ouverts mardi va se clôturer ce mercredi 24 juillet dans l'après-midi. C'est dans la ville de Bwende, dans la province de la Tchouapa, que le secrétaire général de Young Men Action for Education a procédé au lancement de la 7e édition de cette campagne, une initiative qui vise chaque année scolaire à lutter contre la marchandisation de l'enseignement en RD Congo. Chanchan Moutoupa. C'est une autre image positive d'une province étiquetée terre à histoire tumultueuse. Pierre, après des 9 km du centre-ville de Bunia, poussent des bâtiments. Il s'agit de l'université moderne de Bunia, Inibu. 2 ans après le début des travaux, l'Inibu prend forme. Structure déjà finie, 8 des 11 bâtiments sont à l'étape finale. Ces hommes, des garçons par exemple, est même presque prêt à accueillir des étudiants. Casquettes de protection sur la tête, gants à la main. Ici sont employés 256 journaliers. Ils sont appuyés dans chaque domaine par plus de 65 expatriés. Au coup de sifflet, c'est la pause. Il est 13h local. Pour Ukelo Wanichan Ferrailleur, c'est une fierté de faire partie de ceux qui participent à doter la province d'une université moderne. Vraiment, là, c'était limite. Au total, 11 auditoires d'une capacité chacune de 200 étudiants sont à cours de construction. 3 hommes avec une capacité totale de 480 étudiants et bâtiments administratifs avec 24 bureaux. Des étudiants pourront même faire recours à l'ascenseur en cas de besoin. Sur les châtiers, c'est la course derrière la montre. Daniel, lui, acquiert une nouvelle expérience. Dans un délai bref,
Maximum dans une année et demie, l'université moderne de Bunia, située à Thierry, sera opérationnelle, rassure la société congolaise ZS Africa Solutions qui exécute les travaux. Les travaux évoluent très bien. On s'efforce vraiment pour accomplir toutes les tâches qui nous ont été données, livrer ces grands bâtiments dans les délais répartis. L'INIBU fait partie des 6 universités à cours de construction ou réhabilitées sur l'Assemblée du pays par l'État congolais. Et des nouvelles de l'ESU, les étudiants de l'université de Bunia vont bientôt occuper leur nouveau auditoire. Les travaux sont actuellement à l'étape de finition. Vérité Johnson. Effectivement, il y a eu manifestation de colère devant le dépôt 2 des Transco à Limité 18e rue. Il s'agit principalement des conducteurs qui ont manifesté leur colère parce que les agents Transco accumulent aujourd'hui 2 mois d'arriérés de salaire. C'est-à-dire le mois de juin 2024 et juillet 2024 parce que généralement la paye passe le 25 de chaque mois. Et raison pour laquelle ils ont manifesté. Le problème ou la raison, c'est qui fait que on en arrive là, c'est parce que principalement l'approvisionnement en carburant, qui est une charge de l'État, ne se fait pas régulièrement. Et en dehors de cela, Transco ne reçoit pas de subventions d'équilibre de l'État. Transco prend en charge lui-même l'achat des pièces de réchange, autant de problèmes et sans compter les dépenses. Maintenant que nous vous parlons, il n'y a aucune goutte de carburant chez Transco. Ça va faire 2 semaines pleines que Transco n'a pas reçu de carburant. Et je rappelle ici à l'opinion que le carburant ou l'approvisionnement en carburant en faveur des Transco, c'est une responsabilité exclusive du gouvernement de la République. Déjà, quand on ne reçoit pas des carburants régulièrement, ça voudrait dire en d'autres termes que l'exploitation ne tourne pas à plein régime. Et quand l'exploitation ne tourne pas à plein régime, ça voudrait dire que c'est difficile de maximiser les recettes. Conséquence, difficile de payer les agents. Donc, ici, il faut comprendre que le problème des Transco ou les problèmes des Transco sont connus des autorités. Et nous osons croire que d'ici là, la solution va être trouvée. Ici, je voudrais aussi rappeler qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de grève initié par la délégation syndicale. Il s'agit d'un mouvement spontané des agents, je le répète, principalement des conducteurs qui revendiquent leur salaire. L'année à sa 10e édition, l'ONG HPP Congo a débuté avec un atelier de renforcement des capacités des élèves issus plutôt des options pédagogiques pour Patrick Ngwada, directeur général de DNC Mbakana. Les défis restent nombreux, raison pour laquelle il a jugé bon de démarrer avec l'école DNC Mbakana. Gershom Yanza. Renforcer les capacités des élèves issus des options pédagogiques, tel est l'objectif fixé par l'école DNC Mbakana, une initiative de l'ONG HPP Congo. Malgré des efforts entrepris en faveur de l'amélioration de la qualité de l'éducation par le gouvernement congolais, les défis restent nombreux en raison des conditions dans lesquelles étudient ces élèves, mais aussi et surtout à cause de la qualification des enseignants. Pour Patrick Kwanda, directeur du DNC Mbakana, il est important de mettre l'accent sur l'aspect pratique et linguistique dans la formation des enseignants congolais en général et en particulier ceux des options pédagogiques. Il y a un profil de compétences que nous devons travailler sur ça pour avoir un bon enseignant dans une école. D'abord, ce sont les compétences linguistiques qui disparaissent dans la formation des enseignants aujourd'hui. Un enseignant doit avoir des bonnes capacités de lecture, d'écriture, parce que c'est lui qui apprend à l'enfant comment écrire et comment lire. Maintenant, la faiblesse avec nos humanités pédagogiques, c'est qu'on a au finish des gens, des diplômés, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Peut-être qu'il faut qu'au niveau des écoles secondaires, des humanités générales, soit avec le programme Rénové, qu'il y ait des observatoires de lecture et écriture. À part ça, nous avons aussi des compétences organisationnelles qui peuvent être apprises. Comment il tient les documents pédagogiques, comment il prépare ses leçons. Et ça demande
la suffisance des pratiques professionnelles. Nous ne pensons pas que quelqu'un peut faire un stage d'1 mois où il assiste une semaine de tâtonnement, deuxième semaine de se rattraper et l'autre semaine de stage fini et vous l'appelez diplômé en pédagogie. Non, la pédagogie c'est un métier pratique. Normalement le programme doit prévoir 1 année de pratique, 1 année de théorie. Ici est de relever que le profil de l'enseignant congolais intéresse au plus haut point l'école DNC Mbakana qui en est déjà à sa 10e édition. Réforme du gouvernement engagé dans le secteur de la justice, tel est le thème choisi pour cet exercice dit de rédévabilité par le porte-parole du gouvernement. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux était face à la presse dans la soirée de mardi 23 juillet 2024. Constant Moutamba convié au briefing presse par son collègue de la communication immédiate, Patrick Mouyaya, dressant les grandes lignes des missions qui lui est assignées par le chef de l'État, c'est de guérir la justice de la RDC. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga, et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, ont co-animé ce mardi 23 juillet en la salle de la presse RTNC 3 un briefing presse autour des réformes du gouvernement engagées dans le secteur de la justice. Constant Moutamba est revenu sur les missions lui assignées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de l'état des lieux d'un secteur de justice malade à la proposition des grilles d'action qui puissent répondre aux attentes notamment de la population. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a su procéder à des réformes. Constant Moutamba a également évoqué une collaboration avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte devant désormais toiletter les processus d'exécution en justice. Des mesures qui permettront à arrêter la délinquance économique et financière. D'où la mise en place d'un parquet financier. En ce qui concerne l'assainissement du secteur de culte et associations, Constant Moutamba a fait savoir qu'une commission, après une séance de travail avec tous les responsables religieux, a été mise en place et a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Nous avons interdit des communs accords de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Il faudrait gérer une distanciation, a-t-il souligné. Face à la dépravation des mœurs et à la nuisance sonore, Constant Moutamba n'a pas mâché les mots. Il est anormal de voir la dépravation des mœurs être mise au devant de la scène, a-t-il ajouté. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a également évoqué d'autres avancées dans son secteur, dont la création du Sceau de l'État, la suppression de l'affaire F92. Dans le même registre, il a créé une nouvelle maquette et spécimen. Constant Moutamba Tunganga, patron de la justice et garde des Sceaux, a remis le sceau officiel au speaker de la chambre basse, Vital Kamerhe, ceci pour éviter la contrefaçon et la falsification des documents officiels de l'institution et services de l'État. Voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. C'est fait. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a réceptionné mardi 23 juillet 2024 le sceau officiel de main du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Ceci dans le but de lutter contre les contrefaçons ou falsifications des documents. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Pour Constant Moutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques, des établissements publics au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelés à utiliser le sceau officiel. Le patron de la justice congolaise compte l'étendre dans toute la République.
Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce mercredi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lydie Malé. Alors au menu de la revue de presse Econews, tweet Judith Souminois, Messé, ministre au pas, tout s'exécute sous sa coordination, plus question d'électrons libres. En effet, Lydie Malé, les projecteurs des médias quinois sont braqués sur le gouvernement souminois dont les membres étaient en formation. Les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ont été appelés à sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité de leur équipe dans un message du chef de l'État lu à la clôture mardi à Kinshasa d'un séminaire organisé à leur intention, rapporte l'agence congolaise de presse. Pour Madame Souminois, écrit l'agence, le pacte d'engagement citoyen scellé par les membres de son gouvernement est celui de mettre en œuvre les politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais sans exception. Au terme de 3 jours de séminaire, fait remarquer Econews, les membres du gouvernement souminois ont été outillés sur les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les 6 piliers du programme du gouvernement. La première ministre Martial entend imposer une gouvernance efficace tournée vers les résultats, résume Africa News. Et pour terminer, la Cour militaire de Kinshasa va juger Corneille Nangaa, ici par contumace. En effet, Lydie Malé, dans un autre registre, les médias et journaux reviennent sur l'annonce et de l'ouverture ce mercredi 24 juillet d'un procès devant la Cour militaire de la Gombe contre Corneille Nangaa et ses complices. Congo Nouveau, pour sa part, fait remarquer que le procès Corneille Nangaa et ses complices s'ouvre sans eux. Radio Okapi.net révèle les chefs d'accusation de ces criminels. Corneille Nangaa et ses co-accusés sont poursuivis pour crimes de guerre, participation à un groupe criminel et haute trahison. Il leur est reproché d'avoir créé un groupe armé qui combat l'armée régulière aux côtés de l'armée rwandaise. Parmi les 25 accusés, 3 femmes et 5 prévenus en détention, dévoile Actu30.cd. Après l'identification des prévenus et les premières questions, le tribunal a décidé de suspendre l'audience et de le reporté à jeudi pour permettre aux avocats de la défense d'accéder aux pièces du dossier, fait savoir actualité.cd. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Fin ce journal et merci à vous d'avoir suivi. Thank you.